Dans cet exercice, on note pour tout n appartenant à n étoiles, Sn, son nombre de chiffres dans l'écriture en base 10 de n, dans son écriture décimale si vous préférez. On vous demande d'étudier la convergence, puis éventuellement calculer la somme de la série de termes général Sn sur n divisé par n plus 1. Bon, alors on va déjà regarder un petit peu ce que c'est que ce Sn. Alors je vais donner quelques exemples pour qu'on prenne la main sur la notation. Par exemple, S2, c'est égal à 1, puisque dans l'écriture en base 10 de 2, il n'y a qu'un seul chiffre. Si vous prenez S31, par exemple, il y a deux chiffres dans l'écriture de 31 en base 10. Les chiffres, c'est le chiffre des unités qui vaut 1, le chiffre des dizaines qui vaut 3. Dans ce cas-là, S31 est égal à 2. Et si je regarde S, on va dire de 2021, on va récupérer 4, puisqu'il y a 4 chiffres, le chiffre des dizaines, des unités, des centaines, et celui des milles. Donc on comprend bien comment fonctionne cette fonction, et maintenant pour démontrer que la série est convergente, il va falloir estimer ce que c'est que Sn. Alors quand je dis l'estimer, c'est obtenir des inégalités, pour éventuellement utiliser un critère type majoration, ou le Graal, obtenir un équivalent. Puisque comme le terme général de la série est positif, récupérer un équivalent nous permettrait d'utiliser le critère d'équivalence, et dans ce cas-là, on connaîtrait la nature de la série. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner n, un entier naturel supérieur ou égal à 1, tel que Sn est égal à P, c'est-à-dire que là, je suis en train de supposer que le nombre n, il possède P chiffres dans son écriture en base 10. Donc, si le nombre n possède P chiffres dans son écriture en base 10, ça veut dire qu'il est compris entre quoi et quoi? Le premier nombre entier qui a P chiffres dans son écriture à base 10, c'est celui qui commence par 1 et qui n'a que des zéros. C'est donc 10 à la puissance P-1. Et le dernier, bien c'est 99999 avec P9. C'est donc une inégalité stricte avec 10 à la puissance P, puisqu'il est inférieur ou égal à l'entier qui a que des 9 dans son écriture décimale. Donc il est strictement plus petit que le suivant, et le suivant c'est 10 à la puissance P. Alors ça c'est intéressant puisque ça va nous donner un encadrement entre n et P. Je vais passer au logarithme, ce qui est possible puisque les termes sont strictement positifs et la fonction log elle croît strictement, ce qui va me permettre d'obtenir cette inégalité, sans oublier que P c'est égal à Sn. Donc là je récupère un minorant de P, et en trafiquant un petit peu cette relation-là, je vais récupérer un majorant de P. On va justement étudier séparément les deux inégalités. Cette première inégalité me permet de dire quoi? Cette première inégalité me permet de dire que P, il est donc supérieur ou égal à ln de n sur ln de 10. Ça, c'est ce que donne l'inégalité qui est dans ce sens-là. Si maintenant je regarde l'autre sens de l'inégalité, si on regarde l'inégalité qui est ici, je vous ai dit en la trafiquant un tout petit peu, on va récupérer une minoration de P, puisque cette relation-là nous dit que P-1 fois ln de 10 est plus petit que ln de n, donc que P est donc inférieur ou égal à ln de n sur ln de 10 plus 1. Donc en regardant l'inégalité de droite et l'inégalité de gauche, on arrive à récupérer un encadrement de P. On récupère donc que P va donc être supérieur ou égal à ln de n sur ln de 10 et qu'il est inférieur ou égal à 1 plus ln de n sur ln de 10. Donc on obtient un encadrement de Sn, puisque P est égal à Sn dans le calcul. Donc on vient de récupérer que pour tout entier naturel n, Sn est compris entre 1 plus ln de n sur ln de 10, ça c'est un majorant. Et comme minorant, je récupère ln de n sur ln de 10. Comme ces deux suites-là, elles se comportent comme le logarithme en base 10 de n, il est fort à parier que Sn soit équivalent à ce terme. On n'a pas de résultat qui nous permet de le prouver instantanément par encadrement, donc il faut passer par le quotient. On va diviser Sn par ln de n sur ln de 10, ce qui va me permettre d'obtenir cette relation-là, et on va récupérer que le tout est encadré par ln de 10 sur ln de n plus 1, ça c'est pour le majorant, et pour le minorant, ça va être égal à 1. Donc on peut bien multiplier cette inégalité par l'inverse de ce terme-là, puisque pour n suffisamment grand, on va le prendre supérieur ou égal à 2, on récupère bien cette relation-là. Donc ça permet de dire quoi? Comme ce membre-là tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini,
il est constant égal à 1, donc évidemment il tend vers 1. Et comme ce membre-là tend également vers 1 lorsque n tend vers l'infini, on peut donc appliquer le théorème d'encadrement. Grâce au théorème d'encadrement, on récupère que ln de 10 sur ln de n fois Sn tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui permet d'affirmer que Sn est équivalent à ln de n sur ln de 10, le logarithme de n en base 10. Bon, si on a un équivalent de Sn, on a directement un équivalent du terme général de notre série, puisque par produit d'équivalent, ceci va donc être équivalent à 1 sur ln de 10, multiplié par ln de n sur n au carré, puisque n plus 1 est équivalent à n lorsque n tend vers plus l'infini. Comme ces termes sont tous les deux positifs, on peut appliquer le critère d'équivalence pour les séries à termes positifs, puisque tout ce petit monde-là est bien positif ou nul. Donc on en déduit que la série que l'on a étudiée est de même nature que la série de termes général ln de n sur n carré, puisqu'on sait que la multiplication par un nombre qui ne dépend pas de n ne change pas la nature de la série. Et pour cela, on a utilisé le critère d'équivalence sur les séries à terme général positif. Donc il nous reste à déterminer la nature de la série de termes général ln de n sur n au carré. Or là, on va arguer d'un petit argument de croissance comparée, puisque si vous multipliez ce terme-là par n à la puissance 3,5, donc je mets une puissance ici, qui est strictement plus grande que 1, mais qui n'est pas assez grande pour faire diverger le terme ln de n sur n au carré. Ceci va donc être égal à ln de n sur racine de n, qui par croissance comparée tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On a affaire à une forme indéterminée, et on sait que c'est la puissance qui va l'emporter sur le logarithme dans cette indétermination. Ça nous permet de dire que ln de n sur n au carré est un terme qui est négligeable devant 1 sur n à la puissance 3,5. On peut donc appliquer le critère de domination. On obtient que la série de termes général ln de n sur n au carré est absolument convergente par comparaison à une série de Riemann convergente, puisque l'exposant du dénominateur, c'est 3,5, c'est strictement plus grand que 1. Donc on a bien une série de Riemann convergente. Conclusion. Comme la série de termes général qui est ici est absolument convergente, elle converge. On peut donc dire que comme cette série converge et qu'elle a la même nature que la série qu'on a étudiée, on peut donc dire en bilan que la série de termes général Sn sur n plus 1 est bien une série convergente. Donc ça nous permet de déterminer la nature de cette série. Alors maintenant qu'on a montré que la série de termes général Sn sur nn plus 1 est convergente, on se fixe comme objectif de calculer la somme de la série. Alors pour calculer la somme de la série, on va utiliser évidemment la suite des sommes partielles. C'est la seule façon pour nous d'atteindre la somme. On sait que la suite des sommes partielles, donc qui par définition est égale à la somme quand k varie entre 1 et n de sk sur k facteur de k plus 1. On sait que la suite des sommes partielles, elle tend vers la somme de la série. Alors cette somme de la série, je vais l'appeler L. On sait que la notation consacrée, c'est la somme quand k varie entre 1 et plus l'infini de sk sur k fois k plus 1. Donc on sait que, comme la série converge, la suite des sommes partielles converge, elle converge vers la somme de la série. Seulement pour calculer cette limite, il va falloir d'une certaine façon essayer de clore la suite des sommes partielles. Et ça paraît assez difficile. Alors c'est pas le dénominateur qui nous embête, puisque si je me limite à observer le terme 1 sur k fois k plus 1. Ce terme-là, on sait bien qu'il est télescopique, puisque si vous écrivez le numérateur à l'aide des facteurs qui sont au dénominateur, k et k plus 1, vous pouvez simplifier cette fraction pour faire apparaître un terme télescopique. Donc si je considère la fraction en faisant abstraction du terme qui est au numérateur, j'ai un terme télescopique. Seulement le terme au numérateur, il reste quand même constant sur des gros secteurs. Quand k varie entre 1 et 9, il vaut 1. Quand k varie entre 10 et 99, il vaut 2. Puis entre 100 et 999, il vaut 3. Donc il y a tout un paquet d'entiers consécutifs sur lequel sk il est constant. Du coup, ça me donne l'idée de non pas clore la suite un directement, mais de clore plutôt une de ces sous-suites où on va calculer cette somme-là en prenant en compte tous les nombres entiers k qui ont au plus p chiffres dans leur écriture décimale. Or, le dernier nombre qui a p chiffres dans son écriture décimale, c'est 9999 avec 9p,
c'est 10 à la puissance p moins 1. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de calculer, de clore la suite des sommes partielles, mais sur l'entier 10 à la puissance p moins 1. Et c'est pas grave de clore juste celle-là, puisque comme cette suite converge vers L, toutes ces sous-suites convergent vers la même limite. Donc si on arrive à clore l'une de ces sous-suites, on sera capable de calculer la limite de la suite des sommes partielles, et donc la somme de la série. Donc voilà, la grosse astuce, c'est de se limiter à se placer sur des paquets où on a un changement dans le nombre de chiffres dans l'écriture décimale. Alors par exemple, si je cherche à calculer cette somme-là, donc là, K, il va décrire tous les nombres qui ont un chiffre dans leur écriture décimale, 2 chiffres, 3 chiffres, etc., jusqu'à P chiffres. Si je considère déjà la somme que je découpe en faisant déjà varier K entre 1 et 9. Dans ce cas-là, le nombre de chiffres dans l'écriture décimale de ces nombres-là, c'est 1, parce que ce sont justement des chiffres, sur K facteur de K plus 1. Plus, je vais maintenant mettre à part les termes de la somme quand K varie entre 10 et 99. Là, tous les nombres que je récupère ont 2 chiffres dans leur écriture décimale, donc SK est égal à 2. Le dénominateur, lui, est toujours égal à K fois K plus 1. Si maintenant je prends le suivant, c'est-à-dire les nombres qui ont 3 chiffres dans leur écriture décimale, le premier c'est 100, le dernier c'est 999. Dans ce cas-là, SK est égal à 3. Le dénominateur, lui, vaut toujours K facteur de K plus 1. Et on continue comme ça, etc. Et le petit dernier, je vais considérer les nombres qui ont P chiffres dans leur écriture décimale. Le premier, c'est 10 à la puissance P-1. Attention, le P-1 est en exposant. Et le dernier, c'est 9999 avec P9 dans l'écriture décimale. C'est-à-dire, c'est 10 à la puissance P-1. Donc, pour les termes qui sont ici, SK va être égal à P, puisqu'il y a P chiffres dans l'écriture décimale. Et on est toujours sur K facteur de K plus 1. Mais alors, là, quand on a découpé cette somme comme ça, avec une espèce de relation de Chasles pour les sommes, en fait, c'est juste l'associativité qu'on a utilisée. On a juste placé dans la somme générale les parenthèses qui regroupent les valeurs de K pour lesquelles le nombre de chiffres, c'est le même. Donc celle-là, c'est un terme télescopique, donc on va récupérer la somme pour K varie entre 1 et 9 de 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Cette somme-là, on sait la clore. Là, on va mettre le 2 en facteur et on va récupérer à nouveau une somme télescopique. La même somme télescopique, mais c'est juste les bornes qui vont changer. Donc là, on a juste 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Plus, bon là, je vais mettre 3 petits points, enfin des points de suspension. Et la petite dernière, donc ça va être P, facteur de la somme pour K variant entre 10 à la puissance P-1 et 10 à la puissance P-1 de 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Allez, on va clore toutes ces petites sommes télescopiques. La première, le plus petit indice, c'est K, et ici avec 1, donc on va récupérer 1, moins le plus grand indice, c'est 9, ici le plus grand indice, c'est K plus 1, donc moins 1 sur 10, plus 2 multiplié par le plus petit indice, il est là, donc on récupère 1 sur 10 moins 1 sur 99 plus 1, 1 sur 100. Le suivant, ça serait 3 facteurs de 1 sur 100 moins 1 sur 1000. Donc on voit qu'on fait monter les puissances à chaque fois. Et le petit dernier, ça va être P facteur 2. Alors là, vous obtenez 10 à la puissance 2 et là 10 à la puissance 3. Donc là, ça sera 10 à la puissance P-1, l'exposant P-1, moins 1 sur 10 à la puissance P. Voilà ce qu'on récupère. Alors, on va essayer de regrouper maintenant les termes correctement. Donc là, on va récupérer moins 1 sur 10 plus 2 sur 10, donc ça fait plus 1 sur 10. Là, on récupère moins 2 sur 100 plus 3 sur 100, donc il nous reste juste 1 sur 100. Le prochain, ça sera moins 3 sur 1000 plus 4 sur 1000, donc ça va juste être égal à 1 sur 1000. Et on continue comme ça jusqu'au petit dernier. Donc le terme qui est là va s'éliminer avec le prédécesseur pour donner du 1 sur 10 à la puissance P-1. Et le petit dernier, lui, il ne s'élimine pas, donc il nous reste P sur 10 à la puissance P. Ce dernier-là, il ne va pas se supprimer avec le successeur puisqu'il n'a pas de successeur. Là, vous mettez en évidence dans cette somme-là la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison 1 sur 10. Si j'écris cette somme-là maintenant autrement, c'est la somme pour i varie entre 0 et
P-1 de 1 sur 10, le tout à la puissance I, donc plus à l'extérieur de la somme, le terme qui est ici, alors plutôt moins à l'extérieur de la somme, P sur 10 à la puissance P. Ici maintenant on n'a plus qu'à clore notre somme géométrique, c'est une somme géométrique écrite sous forme standard, avec une raison 1 sur 10 qui est différente de 1, donc on peut utiliser la formule du cours. Le dénominateur c'est 1 moins 1 sur 10, qui vaut 9 sur 10, et le numérateur c'est 1 moins 1 sur 10 à la puissance le nombre de termes, c'est-à-dire 1 sur 10 à la puissance P, moins P sur 10 à la puissance P. Donc il s'agit maintenant de faire tendre P vers plus l'infini, puisqu'on veut calculer la limite de cette sous-suite, qui est la limite de la suite des sommes partielles, puisqu'elles convergent et ces sous-suites convergent. Or, la suite géométrique 1 sur 10 à la puissance P, elle converge vers 0, donc ce terme-là va converger vers 1 sur 9 sur 10, c'est-à-dire va converger vers 10 sur 9. Il nous reste à gérer ce terme qui est indéterminé, mais l'indétermination ici est vite levée, puisqu'on sait que P est négligeable devant 10 à la puissance P, puisque les puissances sont négligeables devant des termes géométriques. C'est une croissance comparée. Moralité, on obtient que P sur 10 à la puissance P est un terme qui tend vers 0 lorsque P tend vers l'infini. Moralité, on vient de montrer que cette sous-suite de la suite des sommes partielles tend vers 10 sur 9. Par théorème sur les sous-suites, la suite des sommes partielles converge vers 9 sur 10 lorsque n tend vers l'infini. Or, par définition, la limite de la suite des sommes partielles, c'est exactement la somme de la série. On obtient donc que la somme lorsque n varie entre 1 et plus l'infini de Sn sur n fois n plus 1 est donc égale à 9 sur 10. On a donc bien démontré d'une part que la série est convergente et d'autre part que la somme de la série est égale à 9 sur 10.